On va essayer de revenir sur 2 ans de prise en charge des patients à la fois en ambulatoire et en hospitalisation et d'apporter quelques informations un peu récentes, un peu nouvelles. Bon, les bases, ça reste les mêmes. Prévenir, diagnostiquer, prévenir la contagion, soigner, traiter. Si ça, c'est être conspi, bon, ben, je suis conspi, on verra. Voilà. Et as soon as possible. ASAP, as soon as possible. Bref, globalement, pas de panique. Les objectifs avant les moyens, ça c'est ce qu'on a toujours fait à l'IHU et à mon avis, dans la stratégie, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si on se dit qu'on n'a pas les moyens, évidemment, on n'arrivera jamais à remplir les objectifs. L'adaptation en temps réel à la situation et le fait d'avoir les données en temps réel, ça a été une clé pour nous, pour adapter la voilure, adapter les stratégies et les traitements. L'expertise médicale, effectivement, s'il n'y a pas de clinicien à la barre pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une thrombophlébite, un caillot, un dédimère, ça va être compliqué. L'absence de conflit d'intérêt, on y reviendra. Et pour un médecin, le clinicien, il a le coût émotionnel, c'est-à-dire quand il perd un patient, ça lui pèse et du coup, il a l'aversion au risque. Ce n'est pas juste un chiffre dans une base de données. Ah, j'ai eu un décès, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce que je peux le prévenir la prochaine fois. Et à mon avis, ça, c'est une clé aussi pour les stratégies de standard of care, de prise en charge des patients. Alors, on va reprendre tous ces points dans l'ordre. Hein. On va dire que c'est des points de base. Hein. Prévenir. Prévenir tout de suite. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas eu de belle cohorte sur les vaccinés. Bon, on a fait ici à l'IHU ce qui me semble pour moi une belle cohorte avec toute l'équipe, notamment Pierre-Édouard Fournier et M. Raoult. Il s'agit de plus de 10 000 patients. Ça, on vous en a déjà parlé, où il y a un sursaut d'infection juste après la première dose, donc ce n'est pas la thématique ici, mais déjà pour vous dire qu'on a vraiment analysé de façon objective, et effectivement, dans les 15 premiers jours, 3 premières semaines après la première injection, on a l'impression qu'il y a un sursaut d'infection. Pourquoi? On n'en sait rien. Avant de regarder quel est l'effet d'un traitement sur une complication, il faut regarder chez qui arrive cette complication. Donc si on parle du décès, on sait que l'âge, c'est le principal facteur confondant. Hein. Les gens âgés meurent plus que les jeunes, malades ou pas malades, et c'est encore plus vrai dans le Covid. On a commencé par regarder la valeur prédictive pour le décès en fonction de l'âge, c'est-à-dire il n'y a pas de mort à 0 ans, mais quand on a plus de 0 ans, la probabilité qu'on décède, et quand on a plus de 54 ans, la probabilité, elle monte de façon drastique à partir de 54 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de comportement par rapport à la mortalité à partir de 54 ans. Et ça remet un petit peu en cause, bon, les gens risquent, c'est plus de 60 ans, plus de les 65 ans. Non, on va regarder l'âge, à partir de quel âge il y a vraiment un changement de comportement sur le décès. Et là, on voit, et ça c'est grâce à Hervé Chaudet qu'on a identifié ce coût de là par un logiciel statistique, mais on le voyait à l'œil, que là ça monte doucement et quand même là ça se raidit. Et donc à partir de 54 ans, on a vraiment l'impression que ça commence à être l'âge à risque pour le Covid, indépendamment des autres comorbidités. Donc ça, c'est les données qu'on avait données par variant, alpha, delta. Vous pouvez le voir, dans toutes les classes d'âge pour ces deux variants. Moins de 55 ans, on était quand même une mortalité inférieure chez les vaccinés. Les plus de 55 ans, c'était la même chose au total. Et pour le delta, c'était surtout chez les plus de 55 ans. Et donc, on a résumé ça dans ce qu'on appelle un forest plot. Forest plot, ça permet de voir par sous-groupe. Est-ce qu'il y a des sous-groupes où ça marche plus que d'autres? Et surtout sur l'âge, les moins de 55 ans, on a sorti un effet bénéfique, mais pas du tout significatif, alors que chez les plus de 55 ans, on avait un effet bénéfique, division par 3 du risque de décès chez les plus de 55 ans. On le retrouvait chez les hommes, division par 5, et on le retrouvait quel que soit le variant, alpha ou delta, et c'était significatif pour les deux variants. Voilà. Donc, ça veut aussi dire qu'on analyse les données de manière objective, que ce soit le vaccin, le traitement, etc. Mais, donc, sur 11 000 patients infectés avec le variant alpha ou delta, la vaccination réduisait la mortalité d'un facteur 3 globalement. Ça restait vrai en sous-groupe chez les patients de plus de 55 ans, les hommes et pour les deux variants alpha et delta. Omicron, actuellement, il n'y a pas de données, on n'a pas pour l'instant de données pour dire, parce que l'Omicron, évidemment, ce n'est plus la même maladie, hein, on voit bien que la maladie est différente. Actuellement, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose avec le BA2? C'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais on n'a pas eu de données publiées sur le Omicron. Et l'autre côté, sur le rapport bénéfice-risque, évidemment, il faut aller voir aussi chez les vaccinés non infectés, est-ce qu'il y a des accidents, notamment chez des gens qui ne seraient pas décédés de toute façon?
Et ça, l'IHU n'a pas publié sur cette question-là. Même pour la prévention, le vaccin, pourquoi pas, mais il n'y a pas que le vaccin. En tout cas, le fait de dire le vaccin sinon rien, il y a énormément d'études qui ont été publiées. J'en ai pris une au hasard. Il y a eu des études sur l'ivermectine. Pierre Cory, je pense, peut-être en parlera tout à l'heure. Sur l'hydroxychloroquine, il y a eu beaucoup d'Indiens qui ont travaillé là-dessus et qui trouvaient un effet significatif sur la prévention de l'infection. Donc, dans la prévention, il y a plusieurs armes à l'arsenal et la vaccination en fait partie et les traitements précoces, comme l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, en fait partie. Et donc, j'en profite pour, du coup, montrer mon respect, en tout cas, au travail de Pierre Cory et du Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, qui a eu un impact, à mon avis, quand même mondial pour aider les cliniciens à traiter leurs patients et de façon tout à fait indépendante à ce qu'on a fait ici à l'IHU. Diagnostiquer as soon as possible. La testomania est-elle justifiée ou pas? En tout cas, c'est vrai que très rapidement, on a proposé à l'IHU un dépistage massif avec la PCR. Comme vous le savez, hier, on a parlé de la PCR et il a été dit que la PCR, il faut savoir l'interpréter. Ce n'est pas un mauvais test ou un bon test en soi, il faut savoir l'interpréter. C'est grâce à Bernard Lascola et ici le laboratoire de culture qu'on a pu l'interpréter. C'est-à-dire le fait de savoir qu'à plus de 35 CT, la probabilité de pousser en culture était de 0% quasiment. Ça nous a permis de dire, bon, de là de 35, c'est négatif. Donc déjà, on sait interpréter. Mais on sait interpréter, c'est-à-dire si vous me dites, j'ai de la fièvre depuis 12 heures et j'ai 36 CT, bah, évidemment, on est au début de la maladie. Donc on ne va pas l'interpréter de la même façon au début ou à la fin de la maladie. Mais en tout cas, on pense que quand on a une pandémie avec un virus qui est mortel, qu'on a potentiellement un traitement précoce qui marche, ça mérite d'avoir un diagnostic massif précoce pour aller chez les personnes à risque, savoir très rapidement est-ce qu'elles sont exposées, donc à risque, donc éventuellement on peut faire même du traitement post-exposition, ou alors si elles sont positives, les traiter avant même que les symptômes apparaissent, parce que traiter quelqu'un qui est asymptomatique, ça peut avoir du sens quand on sait qu'il a un très haut risque de mourir de la maladie, évidemment. Donc c'est la discussion des cas et des malades, c'est pas si simple que ça. Avoir des cas à risque, ça peut être intéressant quand on a un traitement précoce. Prévenir la contagion. Donc ça a été justement tout ce qui a été le confinement, les discussions, etc. Ça ne veut pas dire rester au domicile jusqu'à détresse respiratoire. Ça, c'est des choses qu'on a vues, dont on a été témoin. Les gens nous ont rapporté ça. On a vu des gens qui ont consulté 3, 4, 5 fois, 89%. J'ai la mémoire d'une personne d'une cinquantaine d'années et qui a finalement 89% de saturation est venue d'elle-même en disant « mais je ne comprends pas, on me dit de rester chez moi à 89% de saturation ». Et donc ça ne veut pas dire ne pas voir de médecin, et ça ne veut pas dire de mourir seul, isolé. C'est des situations qu'on a vues et qui éthiquement quand même sont assez choquantes. Alors que quand on voit des experts sur des maladies extrêmement contagieuses, donc pas des contagions respiratoires, l'Ebola n'est pas une contagion respiratoire, mais c'est une maladie quand même avec un taux de mortalité qui n'a pas de commune mesure avec SARS-CoV-2. Il existe en 2022 des moyens technologiques très innovants, la javel, des tentes, des masques, qui permettent de gérer de façon extrêmement efficace la contagion, de prévenir la contagion, d'isoler éventuellement les patients. Voilà, pas forcément besoin d'avoir un IHU, c'est vrai qu'en plus quand on a un IHU ça aide, mais des centres ambulatoires avec une prévention de la contagion, c'est tout à fait possible et généralisable. On peut comprendre parfois que les médecins généralistes au cabinet, dans la salle d'attente, il y a les enfants, il y a la personne qui a la maladie, qui est immunodéprimée. Des fois c'est un petit peu compliqué, mais il aurait tout à fait pu être imaginé de mettre en place des centres ambulatoires pour prévenir la contagion. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Soigner donc, soigner avant de traiter, soigner, c'est le simple fait de prendre soin. Et donc, je reprends un peu une question un peu provocante. Pourquoi les Allemands se tromperaient-ils? Donc là, je cite un travail de Heidelberg en Allemagne, où ils ont juste regardé la prise en charge avant l'hospitalisation avec un système de Corona Taxi. Donc c'est des taxis en voiture qui amenaient les infirmières chez les patients et des prises de sang, un contact avec un médecin par téléphone qui décidait qu'est-ce qu'on fait. On le laisse à la maison, un saturomètre évidemment, donc tout est décrit ici, un système bien organisé en ville avec un taxi. Et il y avait notamment la saturation 3 fois par jour, la fréquence respiratoire, la température, la surveillance par un médecin à distance, et il décidait ou pas, on l'hospitalise. C'est tout. Rien d'autre, pas de molécules, rien du tout. Juste, qu'est-ce qu'on le surveille de près, on l'hospitalise s'il faut. Et ils ont publié ça, donc
ils ont 2 fois plus d'hospitalisation. C'est sûr, hein, ça coûte de l'argent, hein, c'est de l'énergie dépensée. Par rapport aux autres districts, ils ont comparé à d'autres districts où cette stratégie n'a pas été mise en place. Ils étaient à 7% d'hospitalisation là, donc on est à 15% d'hospitalisation. Mais la mortalité, elle est divisée par 4. Juste en faisant ça, c'est-à-dire qu'ils passent d'un taux de mortalité d'environ 2,5%, 2 à 2,5% à 0,6%, sans chloroquine, sans anticorps monoclonaux, sans rien. Donc, le standard of care, il est là. C'est pas l'IHU hein, qui dit ça. Ça, c'est quelques graphiques qu'ils avaient montrés. Donc, on voit que la mortalité est plus basse que d'autres districts de référence et l'Allemagne en entier. L'hospitalisation plus élevée à tous les âges, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'hospitalisation précoce pour le surveiller de près. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut mettre l'oxygène? Alors, bien sûr, ça nécessite de se retrousser les manches et puis de faire tourner les lits. Et très rapidement, on peut refaire entrer les patients au domicile dès qu'on voit que le patient n'a pas de critères de gravité. L'autre chose, ça a été tout ce qui est caillot, thrombose, c'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, donc ça c'est un caillot dans une artère dans le poumon, embolie pulmonaire, et ça peut être fatal même quand on a été asymptomatique pour le Covid. Ça, des fois, les gens ont eu du mal à le comprendre, c'est le Covid, il est capable de déclencher une cascade, et même si le Covid lui-même n'a aucun facteur de gravité, l'embolie pulmonaire peut être fatale 15 jours plus tard. Ça, si on ne le comprend pas. Ah, mais il est négatif, on ne le prend pas. Oui, mais il vient d'avoir un Covid il y a 10 jours, il désature. On va vérifier qu'il n'a pas une embolie pulmonaire. Voilà, ça, il y a eu plusieurs cas très bien décrits. Hein, et nous, avec Laurence Camoin, on a eu 18 embolies pulmonaires en 2021, diagnostiquées sur des scanners systématiques sur les dédimères, c'est-à-dire sur la prise de sang, alors que les patients n'avaient pas de symptômes. Et c'est mortel, hein, vous voyez, ça peut être mortel. Ici, on voit les caillots dans un Covid post-symptomatique hein, chez un jeune patient. Et là, vous voyez très bien les caillots. On comprend que là, quand tout est bouché, à la fin, ça s'arrête. Hein, c'est pas compliqué, quoi. Traité. On va revenir sur le traitement. Hein. Moi, je vais plutôt parler d'hydroxychloroquine. Je pense que Pierre parlera plutôt d'ivermectine. Hein. Chacun son cheval de bataille. Et on va revenir sur les bases scientifiques. Donc, celles dont on a déjà parlé, puis on va voir. On a de suite fait le point sur la littérature, c'est-à-dire on a lu les articles, lu qu'est-ce qui avait été fait, c'est pas parce que c'est publié en Chine ou publié, on a tout lu, et on s'est attaché, parce que là on a vu que les conclusions des articles n'étaient pas toujours celles des résultats. Vous voyez dans le tableau, vous voyez dans les résultats, là il y a moins de morts que là, et la conclusion c'est, il n'y a pas de bénéfice, donc c'est important d'aller voir juste les chiffres. Alors on va commencer par les Belges, hein. Donc je crois que c'est à Leiden. La première efficacité de la chloroquine, ce n'est pas du tout ni à Marseille, ni même en Chine, c'est à Louvain en 2004 sur SARS-CoV-1. Et donc, ils avaient publié un joli papier. La chloroquine marche. Elle n'est pas toxique. En noir, c'était la toxicité sur les cellules non infectées, mais elle tue de façon très significative les cellules infectées par le Covid. Bon, rien de spécial. Hein, c'est quelque chose qui est publié il y a plusieurs... 2004, ça fait quasiment 15 ans en fait que c'est publié. Et en relisant ce papier, des papiers qu'on a relus des dizaines de fois, on relit le papier et on voit qu'ils avaient déjà regardé si on met l'hydroxychloroquine 1 jour après l'infection ou 3 jours après l'infection, voilà, ça marche mieux quand on le met précocement après l'infection, même dans le modèle animal en 2004, donc encore une fois 15 ans avant, on savait que la chloroquine ça marche mieux quand on le met tôt que quand on le met 3 jours plus tard. Donc il faut dépister tôt, traiter tôt, donner tôt, et ça remonte à 2004. Pourquoi les Américains se tromperaient-ils? Quand on lit la littérature, il n'y a pas besoin de faire des clichés. Aux États-Unis, voilà. Et même aux États-Unis, il y a le CDC d'Atlanta. Atlanta, le CDC, c'est le Center for Disease Control, c'est le must en maladies infectieuses aux États-Unis, quoi. Et 2005, c'est l'équipe de Stuart Nichols, donc qui est le président d'un département du CDC, qui va publier la chloroquine, marche très bien sur le SARS-CoV-1. Donc voilà, ça c'était juste une photo du docteur Stuart Nichols. On n'a pas entendu se prononcer sur le SARS-CoV-2, mais en tout cas, il avait publié cette très belle étude, pareil, chloroquine avant infection efficace, chloroquine après infection, c'est dommage, il y a le petit truc là, mais ça marche très bien aussi, avec ce qu'on appelle une IC50, c'est-à-dire la concentration pour avoir au moins 50% d'inhibition, qui est de l'ordre du micromolaire. Quand vous êtes au micromolaire, ça veut dire qu'en pratique, vous êtes aux concentrations qu'on arrive plus ou moins à obtenir dans le sang. Donc je ne reviens pas, mais le fait de comprendre, d'expliquer qu'on est sur un microbe qui passe par des petites vésicules dans la cellule qu'on appelle les endosomes avec les phagosomes, l'appareil de Golgi, et on sait que la chloroquine, ça joue là-dessus. Ça apporte quelque part à la plausibilité biologique, encore une fois.
Donc c'était déjà le cas en 2004. Hein. Alors on retourne en Hollande. En 2014, tout à l'heure c'était en Belgique. Donc cette fois-ci on va en Hollande. Et là, 2014, il screen 350 molécules et il tombe sur 4 molécules efficaces sur SARS-CoV, MERS-CoV et coronavirus saisonnier, chloroquine, chlorpromazine, lopéramide et lopinavir. Et donc, quand on voit les courbes, on voit que l'index de spécificité, c'est-à-dire le rapport entre la concentration toxique et la concentration efficace, quand il est de 30, ça veut dire qu'il faudrait prendre 30 fois la dose pour être toxique. À l'opposé, là, à peine à 2 fois la dose, on est toxique pour le lopinavir. Donc même si le lopinavir, on pouvait, juste avec ça, on pouvait se dire, bon, il risque d'y avoir plus de toxicité avec le lopinavir. Et effectivement, l'essai randomisé Discovery vient de sortir les résultats finaux il y a à peine un mois. Et ils ont une surmortalité dans le groupe lopinavir. Et il n'y a aucune surmortalité dans le groupe hydroxychloroquine, dans l'essai randomisé français Discovery. Pas de surmortalité. Non, il n'y en a pas. On retourne au SARS-CoV-2 finalement. Pourquoi les Chinois se trompaient-ils? Donc ça, peut-être que vous connaissez. Hein. Dès février 2020, ils ont étudié l'effet inhibiteur et ils trouvent que ça marche lors de l'entrée du virus. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'entrée du virus avant même que le virus soit à l'intérieur des endosomes. Et ça marche aussi pendant l'intape intracellulaire, dans les endosomes, dans le Golgi, etc. Alors que par exemple le remdesivir qui marche en post-entry, n'était pas efficace sur la première étape. Et ça, c'était avant même que nous, on commence à travailler dessus. C'est d'ailleurs un des articles qui a provoqué l'IHU à s'intéresser. Et Didier Raoult, qui avait 30 ans de pratique de chloroquine sur la fièvre au cul, pendant 1 an et demi, ce n'est pas à 10 jours, c'est pendant 1 an et demi, 3 comprimés par jour, c'est exactement ce qu'on donne dans le Covid. Et donc, c'est pour ça que de suite, on a réagi. Alors, même, il y a eu de la bibliographie qui a continué. Il y a eu des études. Et là, encore une fois, aux États-Unis. On part en San Francisco, c'est Californie, non? On part en Californie. Un article magnifique. Un article, donc on est dans Nature. Il est accédé 500 000 fois. Ça veut dire qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont cliqué sur cet article, cité plus de 1600 fois. Et ils ont fait ce qu'on appelle un interactome. Ils sont allés voir toutes les cellules, toutes les protéines humaines qui interagissent avec toutes les protéines du virus. Ça s'appelle la carte d'interaction, interactome. Voilà, c'est le Quantitative Bioscience Institute à San Francisco. Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà toutes les interactions qu'ils ont identifiées. Je vais vous aider à faire des focus sur ce qui nous intéresse. Ici, on a NSP6 qui interagit avec le sigma 1 et on trouve la chloroquine, l'aldol aussi. On peut donner quelques gouttes d'aldol. Ça, c'est souvent chez les personnes un peu agitées qu'on donne quelques gouttes d'aldol. Bon, la chloroquine a peut-être moins d'effet sur l'humeur. Et on trouve encore une fois la chloroquine sur le récepteur sigma 2. Et en fait, une fois qu'ils ont identifié ces molécules qui avaient une cible dans les interactions entre les protéines de l'hôte et les protéines du virus, ils sont allés voir est-ce qu'il y avait un effet antiviral. Même chose qu'avant, quoi. Et là, ils tombent sur quoi? Ils en identifient 3. Donc, 26 protéines du virus, 330 interactions, 66 cibles qu'on peut atteindre par 69 molécules, donc 29 approuvées par la FDA, 12 en essais cliniques et 28 précliniques. Ça veut dire préclinique, ça veut dire chez l'animal, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas chez l'homme ce que ça peut donner. Et ils n'en trouvent que 3, ils le mettent bien, c'est l'hydroxychloroquine, PB28 et zotatifine qui sont efficaces dans le tube sur le virus. Mais qu'est-ce que vous voyez donc? Sur les 3 molécules, il y en a 2 qui ne sont pas cytotoxiques. Je vais vous expliquer que celle-là, on voit qu'elle est cytotoxique. Et une seule est approuvée par la FDA. C'est l'hydroxychloroquine. Alors, on retombe là-dessus alors que c'est complètement indépendant. Au contraire, même, voilà. Donc là, quand vous voyez le trait noir, c'est la viabilité cellulaire. Vous voyez que la viabilité cellulaire, elle tombe avant que le pourcentage d'infection tombe. Hein. Donc quand c'est comme ça veut dire que vous êtes sur quelque chose, il ne faut pas l'utiliser. Ça va tuer vos cellules avant de tuer vos cellules infectées. Donc l'idée, c'est de tuer les cellules infectées en épargnant les cellules qui ne sont pas infectées. En reprenant ces trois molécules, on voit que, zotatifine, elle est en essai clinique, surtout dans le cancer au début. Ça joue sur la traduction, donc ce n'est pas étonnant, c'est toxique. Alors que ces 2 molécules jouent sur les récepteurs sigma 1, sigma 2 et ne sont pas toxiques. Mais pour le PB28, on n'a aucune toxicité connue puisque ça n'a jamais été utilisé chez l'homme jusqu'à ce jour. Et alors, on regarde l'OMS. L'OMS, en fait, il y a une liste de médicaments essentiels que vous pouvez connecter en ligne. La chloroquine et l'hydroxychloroquine font partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Et en 2021, ils ont même étendu les indications de l'hydroxychloroquine. Donc, le lupus érythémateux cutané,
devient une nouvelle indication de la chloroquine. C'est approuvé par l'OMS et l'OMS, encore en 2022, élargit même les indications. Alors, comment croire que ça, c'est un médicament extrêmement toxique? Et à l'opposé, l'azotatifine, dont je vous ai parlé, j'ai regardé un peu qui c'est qui développait ça. Bon, ben c'est une entreprise, hein, et ils vont être sponsorisés à 5 millions de dollars sur le SARS-CoV-2, alors qu'on vient de voir qu'il y a une toxicité attendue de ce médicament dans cette indication, puisque ça tue les cellules infectées. Bon, on peut se poser la question. Dans le Nature, il y a un biais, à mon avis, cognitif, puisqu'ils décrivent tout ça et ils concluent. Cependant, le manque de sélectivité pour le récepteur HERG, c'est le récepteur qui fait la repolarisation cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on va parler de repolarisation cardiaque. Ça peut être lié aux effets secondaires cardiaques qui ont limité l'utilisation de l'hydroxychloroquine. C'est juste la conclusion du Nature. Mais alors on va se demander, mais attends, de quoi on parle sur ça? Donc là, il se base sur un article de Nick White, qui est on va dire un pape en maladie tropicale et qui a beaucoup étudié la chloroquine. Et il a étudié ici, on voit que quinine, allofantrine, quinidine, mefloquine, qui sont des antimalariques, ils ont une concentration dans le sang qui est à peu près celle qui agit sur ces récepteurs là, de la repolarisation cardiaque. Et on sait, quand on est en médecine, quand on donne de la quinine pour traiter un palu grave, c'est le traitement de première intention. Maintenant, c'est l'artémisine, mais s'il n'y a pas d'artémisine, on met la quinine. Et partout, n'importe où au monde, c'est une erreur médicale de ne pas mettre la quinine sur un palu grave. Ben, on fait un électrocardiogramme, on surveille le scope, et puis c'est terminé. Hein. Alors que, par contre, la chloroquine, on est à 4 à 14 fois la concentration pour jouer sur la repolarisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ECG qui est demandé pour mettre de la chloroquine à un patient. Donc, même quand on regarde en détail, dans les références du Nature, on voit que bon, ce n'est pas vraiment basé sur de la science. Le même auteur, Gordon, il fait un Science, donc au niveau scientifique, Science et Nature, c'est quand même le top du top. Et il faut aller chercher au fin fond des supplementary data pour trouver des molécules déjà utilisées. Donc là, on voit l'inhibition du SARS-CoV-2. On retrouve les antimalariques, les antihistaminiques, les antipsychotiques. Et dans les antimalariques, on retrouve la chloroquine et même la modiakine, qui est, vous allez le voir, très utilisée. Est-ce qu'il n'y a pas un biais cognitif quand même pour faire un science entier et ne même pas parler dans le texte ou dans l'abstract de la chloroquine, qui est pourtant au même moment un des médicaments utilisés dans le monde entier, quoi. Et pourquoi pas même avec ça proposer la modiakine en disant il faudrait peut-être revoir. La modiakine semble être encore plus efficace que l'hydroxychloroquine. Et ici, à l'IHU, il y a une équipe qui a travaillé qui trouvait aussi une efficacité supérieure de la modiakine par rapport à la chloroquine, quoi. Quand on regarde sur Internet, il y a des entreprises indiennes qui sont prêtes à faire 10 millions de pilules par mois en production. Ce n'est pas un problème technique ou technologique, il n'y a rien de ce côté-là. Alors, vous allez me dire, non mais il est où l'essai randomisé? Est-ce qu'il y a eu un essai randomisé? Parce que s'il n'y a pas d'essai randomisé, toutes ces études in vitro, vous dites que ça marche. Pierre Cory aussi, l'ivermectine. Bon, mais est-ce qu'il y a des essais randomisés? Mais il y a des essais randomisés. C'est-à-dire qu'en France, ça j'ai eu l'information assez récemment, il y a un essai randomisé qui a été magnifique, qui a été e-Covid. Ça a été à Angers, le professeur Dubé qui a lancé ça. Et ils ont eu l'opportunité, parce qu'ils avaient du placebo pour autre chose. Ils avaient de l'hydroxychloroquine placebo. Pour faire un placebo, il faut des mois. Hein. Ce n'est pas comme ça, je veux un placebo qui ressemble exactement à l'hydroxychloroquine. Ils avaient ça pour autre chose, une autre maladie qui n'avait rien à voir. Le Covid arrive, on a déjà le placebo de l'hydroxychloroquine, magnifique. On fait un essai randomisé, contrôlé, double aveugle. Ah, c'est le top du top, hein. On ne peut pas mieux. Et ils font un stade précoce, parce qu'ils sont pas bêtes. Et ils font même quelques patients ambulatoires et des gens qui sont au stade précoce de l'infection. C'est ici. Et les chiffres, c'est quand on est traité 6 sur 124, quand on n'est pas traité 11 sur 123, donc c'est les morts. Voilà. Donc si vous donnez ça à un étudiant en médecine de 3e année ou 4e année, lecture critique d'articles, bon, je teste un traitement, essai randomisé double aveugle, je regarde à 28 jours la mortalité, bah, j'ai 6 sur 124 quand c'est traité et j'ai 11 sur 123 quand ce n'est pas traité. Quelle est votre conclusion? Vous avez 3 heures. Bah, un étudiant qui a la moyenne, il va vous dire, bon, ben, l'effectif n'est pas suffisant, hein, on a 2 fois moins de morts dans un groupe, mais pour que ce soit significatif, il faudrait arriver à l'effectif qui avait été bien calculé, 1300 patients. Et tout ça, ça a été arrêté après le Lancet-Gate, ANSM. L'ANSM dit, et c'est bien dit sur le site de e-Covid, hein, c'est accessible en ligne, hein, vous arrêtez l'essai, alors même qu'ils avaient un comité scientifique indépendant. Hein, dans les essais randomisés, il y a toujours un comité qui vous dit est-ce que vous pouvez continuer. Ils validaient la poursuite de l'étude tous les 50 patients. Donc là, vous pouvez calculer rapidement que 124 plus 123, ça veut dire que le comité s'est au moins réuni 4 fois
pour dire il n'y a pas de problème, 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 et l'ANSM, vous arrêtez. C'est factuel, c'est sur le site de e-Covid, donc même, voilà. Allez, on va aller très très vite, donc du coup ça vous connaissez, c'est à Marseille, c'est l'étude Princeps sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Ça, j'avais juste envie de vous le montrer, c'est comme ça qu'on approche les choses, c'est qu'on décrit les patients. Il y a 3700 patients, chaque point c'est un patient, et ça c'est un travail avec Sébastien Corteredona, où on va voir automatiquement 4 groupes de patients, et on va pouvoir identifier la population à risque. Ici, l'effet sur le traitement, donc ça divise la mortalité par 2, ça s'est publié, et on voit qu'il y a des populations où il n'y a aucun décès. Donc il est possible de focaliser les personnes à risque, voilà, avec des mortalités en fonction du facteur de risque qui vont de 0 à 12%. Donc prise en charge de tous les patients sans sélection, ce qu'on a fait, observation approfondie, utilisation de statistiques non supervisées, adaptées à l'inconnu. On va trouver des mécanismes physiopathologiques, la coagulation, l'atteinte myocardique, des options thérapeutiques. On a vu que le déficit en zinc était associé à la mortalité, des signes de non-gravité, anosmie, agueusie, douleur thoracique. Les patients sont très inglés, ils ont mal dans la poitrine. Au final, c'est associé à l'absence de gravité. Et on peut même prévoir pour l'avenir un niveau de risque pour chaque patient. Donc on voit que le bénéfice est d'autant plus important que le risque a priori est faible. Donc il est justifié de traiter les gens à faible risque a priori. Et ça, c'est validé par les Italiens. Donc ça, c'est un article, je passe très vite. Toute l'Italie a contribué, plus de 4000 patients. Ils ont 2 clusters, un cluster à bas risque, un cluster à haut risque. Et de la même façon, ils ont un effet plus significatif quand il y a un bas risque a priori sur l'infection. Chez la personne âgée, du coup, les patients âgés, ça ne marche pas. Si, ça marche aussi chez les personnes âgées en EHPAD. Voilà. Ça, c'est tous les chiffres à l'IHU, donc hospice et hôpital de jour, où on voit qu'on a des proportions de mortalité, quel que soit l'âge, qui sont différentes. Ça, c'est le travail de Jean-Christophe Lagier avec l'hospitalisation, où on a repris tous les sous-groupes. On voit que l'effet est maximal avant 70 ans. On voit qu'il n'y a aucune différence selon la raison de non-traitement. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit observationnel qui dit que ça ne marche pas. Ça, c'est par âge. Et on voit qu'on a un effet d'autant plus significatif qu'on est jeune. Donc, sur une maladie mortelle, il faut traiter tout le monde. On a montré le zinc qui marche mieux. Ça, c'est pour décrire un traitement adapté à chaque phase de la maladie. Ça, c'est nos résultats en ambulatoire. On n'avait eu aucun mort chez les moins de 60 ans. Et c'est publié, vous l'avez. Je l'ai déjà communiqué là-dessus. Donc, je vais avancer. Ça, c'est tous les traitements ambulatoires, donc qui sont concordants pour dire qu'il y a une prévention de risque de complications. Mais pourquoi elles sont contradictoires? Et donc ça, on vient de le publier dans un journal du Nigeria, puisque finalement, c'est maintenant on publie au Nigeria pour pouvoir sortir des métasynthèses sur qu'est-ce qui prédit que ça marche ou que ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce qu'on a trouvé que le meilleur prédicteur, c'est le traitement toxique. Quand il y a des entreprises privées qui donnent les données, c'est le LancetGate. Et quand il y a un potentiel conflit d'intérêt, ça multiplie par 9 la chance que ça ne marche pas la chloroquine. Donc ça, c'est publié, c'est accessible et c'est tout à fait, à mon sens, c'est moi qui l'ai fait, c'est tout à fait objectif. On a pris tout ça et à la fin, on est tombé là-dessus. Voilà. Quand on regarde les études observationnelles sans conflit d'intérêt, on a un effet concordant. Ce n'est pas une seule étude qui explique, ce n'est pas une étude de l'IHU qui explique que ça fonctionne. Et en méta-analyse, on trouve qu'il y a une cohérence entre toutes ces études-là. J'ai presque fini, donc ça c'est pour vous faire un résumé donc, de tous les patients sur 2 ans jusqu'à fin décembre 2021, donc toutes les vagues qu'on a eues. Et quand on fait la prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire le patient vient au stade où il peut rentrer chez lui le soir même, on ne dépasse jamais 0,3% de mortalité, y compris quand on a eu décembre 2020 la plus grosse mortalité qui correspond au variant Marseille 4. Donc, et ça, il faut remercier tous les volontaires, je pense à Françoise Georgetti qui est là aujourd'hui, tous les volontaires qui sont venus nous aider, tous les équipes de l'IHU, le soutien y compris de l'APHM pour nous envoyer des volontaires paramédicaux qui nous ont aidés à prendre en charge tous ces patients. Hydroxychloroquine, azithromycine, on a rapidement rajouté le zinc, la prévention anticoagulant grâce à professeur K-. On a rajouté l'ivermectine, notamment grâce à Pierre Cory. Et après, on a eu plusieurs protocoles d'ivermectine. L'ivermectine a l'avantage de ne pas vraiment nécessiter de CG, même si la chloroquine, le CG, on le fait un petit peu dans le contexte actuel. Et pour finir, ça, c'est la létalité qui est donnée sur la France, c'est-à-dire la létalité, c'est le nombre de morts par nombre de cas. Et par rapport à ce qui est donné en France, vous voyez que ça monte jusqu'à 3,5%, on est à 0,3%, 0,2, 0,15, 0,05%. Et donc, on peut penser que ce qui est en jaune aurait pu être évitable si on avait fait la même chose. Voilà, donc au final, pas de panique, pas de peur, gestion de la contagion. On n'est pas dans une situation pire qu'Ebola. Dépistage précoce massif, observation, dépistage précoce de la défaillance, la saturation, voilà. Soigner selon la connaissance médicale de base, l'oxygène précoce. Soigner selon la compréhension de la maladie
avec une observation proactive, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à comprendre ce qui se passe, donc par exemple les anticoagulants, et un traitement qui va être basé sur les données in vitro le plus rapidement, précoce et au petit flot précoce. Voilà, je vous remercie encore une fois. Voilà, juste je le redis comme j'ai dit au début de la présentation, si ça c'est être conspi, je suis conspi, mais je ne pense pas que de dire ça c'est être conspi. C'est partagé. S'il y a des questions, alors, je demanderai à Mathieu de répéter la question pour les gens qui sont liés. Ok. Oui, bonjour. Merci. Quand vous parlez du bénéfice des injections avec la diminution de la mortalité par 3, vous ne prenez pas en compte les 15 jours qui suivent l'injection où il y a une mortalité très importante, ou vous les prenez en compte? On prend tout. On a y tout compris pris, les 15 jours juste après. Et on a regardé, on a vu que 2 injections ne font pas mieux qu'1. On a été étonné de ça même, parce qu'on a regardé 1 et 2 injections. Au final, il n'y a pas une différence significative. Et on a pris brutalement, vacciné, pas vacciné, sans le délai. À ce moment-là, c'est en septembre-octobre. Donc on n'a pas regardé le délai. On a voulu, l'avantage qu'on a vraiment à l'IHU, c'est d'avoir nos propres données, nos propres cohortes de patients qu'on connaît, parce que ça, c'est des patients qu'on a suivis, et donc de pouvoir voir massivement nos patients. Est-ce qu'ils sont vivants ou est-ce qu'ils sont décédés? Pour ça, on a 2 sources. On regarde le département d'information médicale à la PHM et on regarde l'INSEE. L'INSEE, c'est un registre national public avec le nom et le prénom. Et ensuite, on regarde la proportion de morts et on regarde en fonction du statut vaccinal, vacciné, pas vacciné. Ok, merci. Mathieu, je te posais une question. Oui, là, dans le cadre de ce que je parlais tout à l'heure concernant la préconisation qu'on demandait aux autorités sanitaires de faire un traitement ambulatoire précoce comparatif avec le Paxlovid, nous on le demande en tant qu'association de malades Covid long pour éviter, pour faire une prophylaxie des Covid long. Est-ce que tu penses que ce qu'on peut demander est l'association azithromycine, zin et ivermectine, parce que je pense que l'idéal, c'est que tout le monde ait le même, ce que fait aujourd'hui l'IHU, c'est que tout le monde ait le même schéma thérapeutique quand on parle de traitement ambulatoire précoce. Parce que ça fait une force. Si tout le monde est dissocié, s'il y en a un qui dit « mais non, mais si, mais je mets ça, mais je sais ça », je pense qu'il n'y avait qu'une seule préconisation, celle que tu fais aujourd'hui, azithromycine, zin et ivermectine, aux doses utilisées par l'IHU et à la durée utilisée par l'IHU. Moi, c'est ce que je vais mettre dans la demande. Voilà, ce que je voulais te valider. En tout cas, c'est vrai que nous, on ne fait pas trop de préconisations ou de recommandations, c'est-à-dire on décrit ce qu'on fait, ce qu'on a fait et sur quoi c'est basé. L'ivermectine, on l'a utilisé notamment parce que du coup, chez les gens qui sont contre-indiqués ou les gens qui sont à bas risque, ça nous permet de prendre en charge plus de patients sans faire l'électrocardiogramme, parce que pour l'ivermectine, il n'y a pas besoin de faire d'électrocardiogramme, et on ne fait pas le bilan sanguin par rapport au potassium surtout, parce que quand il y a des hypokaliémies, on est quand même frileux pour mettre de l'hydroxychloroquine sur l'hypokaliémie. Après, le reste, chacun dans le contexte où il est, et en médecine de soins primaires, parce que c'est votre cas, en soins primaires, vous n'avez pas le même contexte que nous, donc chacun réfléchit en fonction de son contexte. Et nous, en ambulatoire, on n'a pas le même contexte qu'en hospitalisation. On peut se permettre des choses en hospitalisation qu'en ambulatoire, à l'IHU, on ne ferait pas. Et en soins primaires aussi, c'est assez à vous de voir ça. On va continuer les questions à la pause café que vous proposez tout de suite. Pourquoi vous parlez du traitement ambulatoire précoce et vous n'avez pas parlé de la vitamine D? Nous, on n'a pas particulièrement étudié la vitamine D. Donc, on parle de ce que nous, on a étudié. Le zinc, je me suis permis d'en parler parce qu'on l'a étudié. Dès les premières observations sur les 4000 premiers patients, on a vu qu'il était complètement associé au décès, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Hein. Alors, ça ne fait pas partie du protocole de l'IHU, la vitamine D, mais après, ça, c'est chaque médecin qui voit, mais ça ne fait pas partie du protocole de soins qui a été communiqué. Hein. Le protocole de soins, on avait communiqué notamment l'année dernière là-dessus. Merci de poser vos questions à la pause café.